Il existe des histoires qui ne se terminent pas quand la police ferme un portail. Elles restent là, suspendues, comme une maison toujours debout, mais déjà vide à l'intérieur. À Nantes, il y a une maison comme ça, et ce qui est y est passé en 2011 est pas seulement devenu une affaire criminelle, est devenu une question ouverte qui traverse les années, les frontières, Internet, sans jamais trouver de réponse. 5 membres d'une même famille ont été retrouvés enterrés sous la terrasse de leur maison. 2 chiens aussi. Et il, homme qui aurait dû être au centre de tout, le père, a tout simplement disparu. Il ne s'est pas enfui pour être arrêté. Il n'a pas disparu quelques jours avant de réapparaître. Il s'est volatilisé, comme si quelqu'un avait arraché la dernière page du livre. La dernière fois qu'on le voit avec certitude, ce n'est pas dans une course-poursuite. Ce n'est pas lors d'une arrestation spectaculaire. Ce n'est même pas dans un aéroport entouré de policiers. C'est dans un endroit banal, un hôtel bon marché, dans le sud de la France. Un homme avec une valise, un visage ordinaire, un corps ordinaire, l'allure de quelqu'un qui part en voyage, et non de quelqu'un qui vient de laisser une tragédie derrière lui. À partir de là, le monde tente de combler le vide, avec de la logique, avec des cartes, avec des théories, avec des « il a forcément fait ça » et des « c'est » est évident que ça est passé comme si. Mais cette affaire résiste parce qu'elle contient un détail qui dérègle tout, une lettre, une longue lettre, qui explique que la famille n'est pas morte, mais est protégée, qu'il existe une opération secrète, qu'il existe une raison pour ne pas chercher, qu'il existe un danger si quelqu'un tente de comprendre. Et c'est ici que l'histoire change de dimension. Peut-être que cette lettre n'est qu'un mensonge désespéré. Mais alors, pourquoi écrire un mensonge aussi précis, aussi élaboré, aussi froidement construit, si la vérité devait, de toute façon, être découverte? La question n'est plus seulement « qui a fait ça ?» La vraie question est bien plus inquiétante. Comment un homme peut-il faire disparaître toute une famille et ensuite réussir à disparaître lui-même? Cette histoire est d'abord celle d'une famille parfaitement ordinaire, du moins en apparence. Nous sommes à Nantes, dans l'ouest de la France, une ville calme, bourgeoise par endroits, sans réputation particulière de violence. Dans le quartier du boulevard Robert Schuman, les maisons se ressemblent, des familles, des enfants, des routines, rien qui attire l'attention. La famille Dupont de Ligonnès vit là depuis plusieurs années. Un couple, Agnès et Xavier, et leurs 4 enfants encore à la maison. Une famille nombreuse, discrète, intégrée. Aux yeux des voisins, rien ne dépasse. Pas de cris, pas de conflits visibles, pas de signaux évidents. Xavier Dupont de Ligonnès est souvent décrit comme quelqu'un de poli, réservé, parfois distant, un homme cultivé, issu d'un milieu privilégié, avec une éducation soignée. Il parle bien, il se tient bien, il donne l'image d'un homme maîtrisé. Agnès, elle, est perçue comme plus chaleureuse, plus présente, socialement, plus accessible. Pendant longtemps, cette famille ressemble à beaucoup d'autres, mais en réalité, quelque chose se fissure lentement, loin des regards. Les années précédant 2011 sont marquées par des difficultés financières importantes, des projets professionnels qui échouent, des revenus qui s'effondrent, des dettes qui s'accumulent et surtout une pression constante pour maintenir une apparence de normalité. Car ce point est essentiel, rien, extérieurement, ne laisse penser que la situation est critique. La maison est toujours là, les enfants vont à l'école, les relations sociales continuent, la façade tient. Mais derrière cette façade, le sol se dérobe. Et c'est souvent là que commencent les histoires les plus sombres. Début avril 2011, la famille est encore visible. Des sorties, des échanges, une vie qui semble suivre son cours. Rien n'indique que ce sont peut-être les derniers jours. Puis, soudainement, quelque chose change. Les volets restent fermés. Le courrier s'accumule, la voiture ne bouge plus. Les jours passent, 1 semaine, puis 2. Au début, personne ne s'inquiète vraiment. Après tout, une famille peut partir, s'absenter, déménager.
Mais peu à peu, le silence devient étrange, anormal, et c'est ce silence qui finit par alerter. Lorsque la police entre finalement dans la maison, le décor bascule. Ce n'est plus une disparition, ce n'est plus une absence, c'est une scène de crime. Sous le sol, sous la terrasse, les corps sont découverts. Agnès, les enfants. Jusqu'ici, tout semblait figé autour d'une maison silencieuse à Nantes. Mais désormais, un mouvement apparaît, un déplacement, une trajectoire. Et ce mouvement porte un nom, Xavier Dupont, de Ligonnès. Ce qui frappe immédiatement les enquêteurs, ce n'est pas seulement le fait qu'il ait disparu. C'est la manière dont il se déplace avant de disparaître. Car Xavier ne s'évanouit pas d'un coup. Il circule encore dans le monde réel. Il conduit, il s'arrête, il dort quelque part, il mange, il paie. Il existe des retraits d'argent, des paiements enregistrés, des nuits passées dans des hôtels modestes, impersonnels, sans charme particulier. Et parfois, il agit sous son propre nom. C'est ici que la logique commence à se fissurer. Parce qu'un homme qui chercherait à effacer toute trace ferait exactement l'inverse. Il éviterait les caméras, il éviterait les cartes bancaires, il éviterait les lieux publics. Mais Xavier semble faire un autre choix. Il laisse derrière lui une succession de points fixes, comme une ligne sur une carte, une ligne que l'on peut suivre. Progressivement, sa trajectoire devient claire. Il quitte Nantes et descend vers le sud de la France. Pas de détour étrange, pas de changement brutal de direction. Une avancée presque méthodique. Chaque étape soulève une nouvelle question. Pourquoi continuer à être visible ? Pourquoi ne pas disparaître immédiatement après les faits ? Pourquoi prolonger ce déplacement, comme s'il avait encore quelque chose à faire avant la fin ? Deux interprétations s'opposent. La première décrit un homme dépassé, quelqu'un qui avance mécaniquement, sans plan clair, porté par l'inertie, incapable de s'arrêter, mais incapable aussi de penser à long terme. La seconde est plus inquiétante. Elle suggère un homme qui sait exactement ce qu'il fait. Un homme qui comprend que chaque trace laissée deviendra une pièce du dossier et qui accepte ou provoque cette traçabilité. Dans cette lecture, Xavier ne fuit pas, il compose. Il compose une histoire faite de routes, d'hôtels, de tickets, de passages enregistrés. Une histoire suffisamment logique pour être suivie, mais suffisamment incomplète pour ne jamais se refermer. Et pendant que cette trajectoire se dessine, une réalité terrible demeure invisible. À Nantes, personne ne sait encore ce qui repose sous la terrasse. La maison est fermée, le quartier continue à vivre. Les jours passent, il existe toujours un moment précis dans les grandes affaires criminelles. Un instant où tout ce qui était encore flou se resserre, où les hypothèses cessent d'être abstraites, où la trajectoire mène enfin à un mur. Pour Xavier Dupont de Ligonnès, ce moment arrive au milieu du mois d'avril 2011. Après plusieurs jours de déplacement vers le sud, il atteint la région de Roquebrune-sur-Argent, une zone calme, boisée, à quelques kilomètres seulement de la Méditerranée. Un endroit qui n'a rien d'un refuge, mais tout d'un seuil. Le 14 avril, il est vu dans un hôtel Formule 1, un établissement anonyme, sans caractère, conçu pour des passages courts. On s'y enregistre, on y dort, on en repart, sans laisser de souvenirs. Xavier arrive, il s'enregistre, il passe la nuit. Rien dans son comportement ne déclenche d'alerte particulière. Il ne semble ni agité, ni pressé, ni désorienté. Aux yeux de ceux qui le croisent, il est un client comme un autre. C'est précisément ce détail qui trouble rétrospectivement, parce que si elle, on accepte elle, idée que, il sait déjà ce qui repose sous la terrasse de sa maison à Nantes, alors ce calme devient presque irréel. Le lendemain matin, le 15 avril, Xavier quitte l'hôtel. Il emporte une valise. Il marche seul, il ne se retourne pas. Les images disponibles le montrent s'éloignant à pied en direction d'une zone boisée, pas vers une gare, pas vers une route principale, pas vers un lieu logique pour continuer un voyage, vers la végétation. Et c'est là que tout s'arrête. À partir de cet instant précis, il n'y a plus de continuité observable, plus de paiement, plus de réservation,
Plus de déplacements confirmés, plus de traces claires. Le fil se rompt brutalement. Ce contraste est saisissant. Pendant plusieurs jours, Xavier semblait presque vouloir être suivi, et soudain, il disparaît totalement. C'est ce basculement qui divise profondément les interprétations. Pour certains, ce moment marque la fin. Un homme acculé, conscient que la découverte est imminente, qui s'enfonce dans un endroit isolé pour mettre un terme à sa vie, une forêt, le silence, la disparition définitive. Cette hypothèse a une force évidente. Elle est simple, elle est cohérente. Elle correspond à de nombreux schémas criminels connus. Mais elle se heurte immédiatement à un problème majeur. Rien ne vient la confirmer. Aucun corps identifié formellement. Aucune preuve irréfutable. Seulement des recherches, des fouilles, des hypothèses qui s'accumulent sans jamais aboutir. Et surtout, une question dérangeante reste suspendue. Si ce moment était réellement la fin, pourquoi toute la phase précédente ressemble-t-elle à une mise en scène progressive ? Pourquoi ces hôtels ? Pourquoi ces paiements ? Pourquoi cette trajectoire presque pédagogique ? Pourquoi ne pas disparaître plus tôt ou plus discrètement ? À mesure que l'enquête avance, une autre idée commence à s'imposer, plus inconfortable encore. Et si le 15 avril n'était pas une fin, mais une transition ? Et si cette forêt n'était pas le lieu d'un suicide, mais le point exact où l'on cesse d'être un homme traçable pour devenir autre chose, un fantôme, une hypothèse, un mythe ? Car, à partir de ce jour-là, Xavier Dupont de Ligonnès ne laisse plus rien derrière lui, ni preuve de mort, ni preuve de vie, seulement un silence total. Et ce silence, loin de refermer l'affaire, va l'ouvrir à quelque chose de bien plus vaste. Lorsque la police découvre les corps à Nantes, l'histoire cesse d'être locale, elle explose. En quelques heures, le nom de Xavier Dupont de Ligonnès traverse la France, puis l'Europe, puis le monde. Ce qui n'était qu'un drame silencieux dans une maison ordinaire devient une affaire nationale, suivie en temps réel par les médias, par les experts, par les curieux et par des millions de personnes qui tentent de comprendre ce qui n'a aucun sens. À partir de ce moment-là, tout se concentre autour d'une seule question. Où est Xavier ? L'enquête entre dans sa phase la plus intense. Les pistes affluent de partout. Appels téléphoniques, courriels, dénonciations anonymes, signalements. Des personnes affirment l'avoir vu dans différentes villes, différents pays, dans des contextes totalement opposés. Chaque nouvelle piste rallume l'espoir, et presque toujours, elle s'éteint. Le même schéma se répète. Quelqu'un croit reconnaître un homme, la police vérifie, analyse, compare, écarte, et le silence revient. Avec le temps, ce cycle devient épuisant pour les enquêteurs, pour les proches des victimes, pour l'opinion publique. Mais paradoxalement, il alimente autre chose, une obsession collective. Xavier cesse peu à peu d'être un simple fugitif. Il devient une figure abstraite, un homme qui pourrait être partout, ou nulle part. Les années passent, l'affaire n'est jamais officiellement close, mais son intensité médiatique diminue, jusqu'à ce qu'en 2019, tout explose à nouveau, brutalement. Une information traverse l'Europe comme un choc. Xavier Dupont de Ligonnès a été arrêté. Ce n'est pas en France, c'est en Écosse. Un homme est interpellé à l'aéroport de Glasgow. Il ressemble physiquement à Xavier. Il voyage sous une autre identité. Les images circulent immédiatement. Les journaux publient des unes. Les chaînes interrompent leur programme. Internet s'embrase. Après 8 ans, enfin, il aurait été retrouvé. Pendant quelques heures, le pays croit que le mystère est résolu. Puis, tout s'effondre. Les tests sont réalisés, les comparaisons sont formelles, la vérité tombe, froide, définitive. Ce n'est pas lui. L'homme arrêté est une autre personne, une erreur, une confusion aux conséquences énormes. L'impact est immense, parce qu'il ne s'agit pas d'une fausse piste parmi d'autres. C'est la plus grande espérance jamais créée et détruite en elle, espace de quelques jours. À partir de là, quelque chose se brise définitivement. L'opinion publique se fracture. Certains sont convaincus que Xavier est mort et qu'il ne sera jamais retrouvé. D'autres, au contraire,
voit dans cette erreur la preuve qu'il est vivant, extrêmement prudent, et qu'il a réussi à échapper totalement au système. Et une nouvelle dimension du dossier apparaît. Internet, blogueurs, enquêteurs amateurs, vidéastes, forums, réseaux sociaux. Des personnes extérieures à l'enquête officielle dissèquent chaque détail, chaque image, chaque phrase de la lettre, chaque décision policière. Les théories se multiplient, certaines rationnelles, d'autres délirantes, d'autres encore dangereusement convaincantes pour ceux qui ne font plus confiance à rien. Pour certains, Xavier cesse d'être un criminel, il devient un symbole, l'exemple extrême de quelqu'un qui aurait trompé le système. Pour d'autres, il incarne le mal absolu, un homme qui a tout détruit et qui, en plus, a échappé à la justice. Une chose est certaine, à ce stade, il n'est plus perçu comme une personne réelle. Il devient un personnage sans visage précis, sans localisation confirmée, sans fin. Chaque année qui passe sans réponse renforce cette transformation. S'il était vivant, n'aurait-il pas commis une erreur ? S'il était mort, comment expliquer qu'aucune trace n'ait jamais été retrouvée ? Ces questions restent sans réponse. Et c'est précisément ce qui maintient l'affaire en vie. À la place d'une conclusion, quelque chose de plus puissant s'installe. La légende. Xavier Dupont de Ligonnès existe désormais dans deux mondes à la fois. Dans le monde réel, comme un homme officiellement recherché, sans localisation connue. Et dans l'imaginaire collectif, comme une énigme moderne, un fantôme contemporain, un nom qui revient chaque fois que quelqu'un se demande « Est-il possible de disparaître complètement ?» C'est ici que l'affaire atteint son point culminant, car elle, histoire, ne tourne plus seulement autour d', une famille assassinée, ou d', un suspect en fuite. Elle interroge une possibilité bien plus dérangeante. Et si, oui, quelqu'un y était parvenu, peut-être que quelqu'un a réellement franchi la frontière entre exister et cesser d'exister, sans laisser assez de traces pour être retrouvé, sans laisser assez de preuves pour que l'affaire soit refermée. À partir de ce moment, l'affaire Dupont de Ligonnès n'appartient plus seulement à la police, elle appartient à l'imaginaire, et cela est infiniment plus difficile à refermer. La première théorie est aussi la plus simple, c'est celle que beaucoup adoptent presque instinctivement, parce qu'elle rassure, parce qu'elle donne une fin, parce qu'elle permet de refermer le dossier, au moins mentalement. Xavier Dupont de Ligonnès serait mort. Selon cette hypothèse, le 15 avril 2011 marque la conclusion de toute l'histoire. Après avoir quitté l'hôtel, il se serait enfoncé dans une zone isolée, boisée, loin des regards. Là, conscient que la découverte des corps était inévitable, il aurait mis fin à ses jours. Ce scénario correspond à un schéma connu, un crime familial, une fuite courte, puis le suicide. Pour beaucoup d'enquêteurs et d'observateurs, cette logique est suffisante. Elle explique le silence total. Elle explique l'absence de toute activité ultérieure. Elle explique aussi pourquoi personne ne l'a jamais revue. Mais dès que l'on regarde cette théorie de plus près, des fissures apparaissent. La première est évidente. Aucun corps formellement identifié n'a jamais été retrouvé. Des recherches ont été menées, des zones ont été fouillées, des ossements ont été découverts à plusieurs reprises au fil des années. Mais à chaque fois, les analyses ont exclu Xavier. Or, plus le temps passe, plus cette absence devient difficile à ignorer. Une forêt n'est pas un trou noir parfait. Un corps laisse des traces, des vêtements, des restes, quelque chose. Surtout après autant d'années. La seconde fissure concerne le comportement de Xavier avant sa disparition. Un homme qui prévoit de se suicider cherche généralement à réduire les complications. Il disparaît vite, il coupe les liens, il efface ses traces. Or ici, c'est l'inverse qui se produit. Xavier laisse une trajectoire claire, il se montre. Il utilise des moyens traçables, il dort dans des hôtels, il construit presque un récit de fuite. Pourquoi faire tout cela si la fin était déjà décidée? Pourquoi écrire une lettre longue et structurée destinée à expliquer une disparition durable
si l'on n'a pas l'intention de durer. Ces éléments ne rendent pas la théorie du suicide impossible, mais ils la fragilisent. Ils obligent à accepter l'idée que Xavier aurait changé de plan au dernier moment, ou qu'il aurait agi de manière contradictoire, entre préparation minutieuse et effondrement soudain. C'est possible, mais ce n'est pas entièrement satisfaisant. Et c'est précisément pour cela que, malgré sa simplicité apparente, cette théorie ne parvient pas à s'imposer définitivement. Elle ferme l'histoire trop proprement. Elle donne une réponse là où le dossier semble refuser toute conclusion nette. C'est pourquoi, très vite, une autre question surgit. Et si Xavier n'était pas mort? Et cette idée, aussi dérangeante soit-elle, gagne en force précisément à cause de ce que la théorie du suicide ne parvient pas à expliquer. Selon ce scénario, le 15 avril 2011 ne marque pas une fin, mais un passage. Le moment où Xavier cesse d'être un homme traçable pour devenir quelque indice autre. La forêt ne serait alors qu'un écran, un point de rupture volontaire, le dernier endroit où l'on accepte de le suivre. À partir de là, tout change. Dans cette lecture, la trajectoire vers le sud de la France n'est pas erratique, elle est stratégique. Elle le rapproche de zones où la disparition devient possible. La mer, les frontières, les réseaux informels. Plusieurs éléments alimentent cette hypothèse. D'abord, les compétences de Xavier. Il est cultivé, il parle plusieurs langues, il sait s'adapter socialement, il connaît les codes. Ensuite, son comportement avant la disparition, la préparation matérielle, les démarches administratives, la lettre. Tout cela suggère une projection dans le temps, une disparition durable, pas un geste terminal. Certains avancent aussi l'idée d'une aide extérieure, un ami, un proche, quelqu'un qui aurait fourni un moyen de transport, de l'argent, un point de chute. Cette hypothèse reste impossible à prouver formellement, mais elle n'est pas absurde. Disparaître seul est extrêmement difficile. Disparaître avec un minimum d'aide devient soudainement plus réaliste. Reste la question centrale. Comment vivre sans identité officielle? Là encore, les avis divergent. Certains estiment qu'il aurait pu obtenir de faux papiers. D'autres pensent qu'il aurait choisi une existence marginale, loin des systèmes administratifs, dans un pays où ils se font plus facilement dans la masse. Amérique latine, Europe de l'Est, région où les contrôles sont moins systématiques, où un homme discret peut passer inaperçu. Mais cette hypothèse soulève à son tour des problèmes. Vivre caché pendant des années exige une discipline extrême. Aucun contact, aucune erreur, aucune nostalgie visible, pas de retour, pas de message, pas de traces. Est-ce humainement tenable sur le long terme? Certains pensent que oui, d'autres que non. Et pourtant, plus le temps passe sans confirmation de décès, plus cette possibilité refuse de disparaître. Car une chose est incontestable, si Xavier était vivant pendant un certain temps, après 2011, alors chaque année supplémentaire renforce cette hypothèse. Plus de 10 ans sans preuve de mort, plus de 10 ans sans trace claire, plus de 10 ans sans conclusion. Dans ce contexte, l'idée d'une survie cachée cesse d'être marginale. Elle devient une option crédible parmi d'autres. Mais crédible ne veut pas dire démontrée. Et c'est là que cette théorie atteint ses limites. Elle explique l'absence de corps, elle explique la lettre, elle explique la trajectoire, mais elle n'explique pas le silence absolu, car même les fugitifs les plus prudents finissent souvent par laisser une fissure, une erreur, un signe. Ici, il n'y a rien. Et c'est précisément ce qui rend cette hypothèse à la fois fascinante et profondément inquiétante. À ce stade de l'affaire, une chose devient évidente. Aucune théorie ne fonctionne complètement. Chacune explique une partie du dossier. Aucune ne parvient à l'englober dans son ensemble. La mort explique le silence, mais pas l'absence totale de preuves. La fuite explique la préparation, mais pas l'invisibilité parfaite. L'aide extérieure explique la disparition, mais repose sur des acteurs qui n'ont jamais parlé.
chaque hypothèse avance, puis se brise contre un mur. C'est ce mur qui transforme l'affaire Dupont de Ligonnès en impasse. Car plus le temps passe, plus une réalité inconfortable s'impose. Le dossier ne progresse pas, il s'élargit. Chaque année ajoute de nouvelles questions, mais aucune réponse définitive. Chaque nouvelle piste ravive l'espoir, puis l'éteint, et ce phénomène a un effet pervers. À force de ne jamais se conclure, l'affaire commence à échapper aux outils classiques de l'enquête criminelle. Elle quitte le domaine du factuel pour entrer dans celui de l'interprétation. Les faits, eux, sont figés. Les corps ont été retrouvés. La trajectoire jusqu'au 15 avril est connue. Le reste est vide. Ce vide devient alors un terrain fertile. Chacun y projette ce qu'il veut voir. Un suicide logique, une fuite brillante, une manipulation, une folie froide. Mais ce que ce vide empêche, surtout, c'est la certitude. Or, une enquête sans certitude ne peut jamais vraiment se refermer. Même les autorités finissent par adopter une position prudente. Le dossier reste officiellement ouvert, pas parce qu'il progresse, mais parce qu'il ne peut pas être clos sans preuve irréfutable. Fermer le dossier signifierait accepter une conclusion sans corps, ou sans arrestation, ou sans vérité complète, et aucune de ces options n'est satisfaisante. C'est pour cela que, malgré les années, malgré les centaines de signalements, malgré les fausses alertes spectaculaires, l'affaire reste suspendue, ni résolue, ni abandonnée. Elle existe dans un entre-deux inconfortable. Et cet entre-deux pose une question bien plus large que le simple sort d'un homme. Il interroge notre besoin de fin, notre difficulté à accepter qu'une histoire puisse rester incomplète, qu'un crime puisse ne jamais livrer son dernier chapitre. Dans l'affaire Dupont de Ligonnès, ce qui dérange le plus n'est peut-être pas ce que l'on sait, c'est ce que l'on ne saura peut-être jamais. Où se trouve la vérité ? Dans une forêt ? Dans une autre vie ? Ou dans un endroit que personne n'a encore regardé ? Toutes les théories finissent par se rejoindre sur un point. Elles admettent toutes, implicitement, une même chose. Il manque une pièce essentielle. Et tant que cette pièce n'apparaît pas, le dossier reste ouvert. Pas seulement sur le plan judiciaire, mais dans l'esprit collectif. C'est cette absence définitive de réponse qui fait de l'affaire Dupont de Ligonnès non pas un simple fait divers, mais une énigme durable. Aujourd'hui, la maison est toujours là. Elle n'a rien d'exceptionnel, une façade banale, un jardin ordinaire, une terrasse comme tant d'autres. Et pourtant, tout le monde sait ce qu'il y a eu dessous. À Nantes, le quartier a continué à vivre. Les voisins ont changé. Les saisons sont passées. Les années ont empilé leur poussière. Mais cette maison est devenue autre chose qu'un lieu. Elle est devenue un point fixe dans une histoire qui, elle, refuse de se terminer. À l'intérieur, il n'y a plus de famille, plus de rire, plus de routine, seulement l'écho d'une absence. L'enquête, elle, n'a jamais vraiment cessé. Elle s'est ralentie, elle s'est étirée. Elle est entrée dans une sorte de veille permanente. Officiellement, le dossier est toujours ouvert. Officieusement, il n'avance plus. Chaque nouvelle année réduit les chances. Chaque année sans trace rend la vérité plus lointaine. Xavier Dupont de Ligonnès reste inscrit dans les bases de données, recherché, signalé, attendu, mais sans localisation, sans mouvement, sans visage actuel, un homme figé dans le temps. Et c'est peut-être cela le plus troublant, parce qu'en disparaissant, il n'a pas seulement échappé à la justice, il a créé un vide où chacun projette ce qu'il veut croire. Un suicide dans une forêt jamais fouillée, une fuite réussie vers une autre vie, un homme aidé, protégé, effacé. Aucune de ces idées ne gagne, aucune ne perd. La vérité, si elle existe encore quelque part, ne parle plus. Et pendant ce temps, les victimes restent figées dans le passé. Agnès, les enfants, 2 chiens, une famille entière réduite à des dates, des photos, des souvenirs racontés par d'autres. Eux n'ont pas disparu. Ils ont été arrêtés dans le temps. C'est là que l'affaire prend une dimension plus dérangeante encore.
car elle nous oblige à accepter une idée que elle, on déteste, toutes les histoires N ont pas de fin claire, parfois il n'y a pas de coupable arrêté, pas de procès, pas de confession, pas de dernière scène, seulement un point d'interrogation qui traverse les années. Alors, la question demeure intacte comme au premier jour. Xavier Dupont de Ligonnès est-il mort ou vivant? Est-il quelque part sous un autre nom, dans une autre vie, ou a-t-il disparu définitivement sans laisser assez de traces pour être retrouvé? Peut-être que la vérité repose dans un endroit que personne n'a encore regardé. Peut-être qu'elle ne sera jamais connue, et peut-être que c'est cela, le véritable malaise de cette histoire. Non pas ce que l'on sait, mais ce que l'on ne saura peut-être jamais, parce qu'il existe des crimes qui se résolvent, et d'autres qui restent ouverts, non pas par manque d'effort, mais parce que quelqu'un a réellement réussi à disparaître, et tant que cette disparition n'aura pas de réponse, l'affaire Dupont de Ligonnès ne sera pas terminée. Elle restera là, comme cette maison, silencieuse, immobile et profondément dérangeante.